Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Benoît de Broissia, qui est gérant fonds mix chez Keren Finance. Bonjour Benoît. Bonjour Laura, bonjour Eva. Alors, ensemble, on va parler d'Evergrande. Alors c'est vrai que la Chine fait beaucoup parler d'elle, parce qu'avec la réglementation sur plusieurs pans de chez eux, l'économie, etc., c'est quelque chose dont on parle beaucoup, Evergrande, du risque que ça représente, notamment à cause de cette dette colossale qu'a accumulé le conglomérat chinois. Peut-être que déjà, pour commencer, on peut rappeler qui est Evergrande. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup aujourd'hui d'Evergrande dans les médias parce que le groupe a mandaté un expert financier pour l'accompagner, pour le conseiller par rapport à une situation délicate en termes de dette, avec des échéances de remboursement importantes et une situation de liquidité qui est aujourd'hui très tendue. Il faut rappeler qu'Evergrande, c'est l'un des leaders de la promotion immobilière en Chine. C'est le deuxième, c'est ça, hein? Alors, on ne sait pas tout à fait, mais c'est probablement le deuxième promoteur immobilier chinois, avec des chiffres qui sont à la mesure, voire la démesure de l'économie chinoise. On parle d'une taille de bilan de 360 milliards de dollars, avec un endettement ou des créances à hauteur de 300 milliards de dollars. Ça représente 2% du PIB de la Chine. Donc ce sont des chiffres colossaux, 200 000 salariés, une constructibilité sur les réserves foncières de plus de 200 millions de mètres carrés. Donc c'est un groupe d'une très grande taille dont l'activité s'étend même au-delà du domaine immobilier, puisqu'ils se sont diversifiés dans d'autres activités, des activités financières, des activités automobiles, etc. L'eau, le football, enfin c'est vraiment... D'où évidemment des interrogations quant à la situation financière d'un conglomérat de cette taille. Et aujourd'hui, une information selon laquelle des intérêts sur une échéance de dette ont été payés, ce qui rassure plutôt les investisseurs, puisqu'il semblerait que d'un point de vue liquidité, le risque n'est pas immédiat, mais peut-être, en tout cas, il demeure à court, moyen terme, tant qu'on n'a pas une intervention des autorités chinoises ou un accord de restructuration de la dette avec l'ensemble des créanciers. C'est pas vers ça qu'on va justement, une restructuration de la dette? Alors effectivement, les autorités chinoises sont confrontées à un dilemme avec deux options. La première option, c'est de procéder à un sauvetage d'Evergrande, injecter les liquidités, apporter les capitaux nécessaires pour que Evergrande puisse faire face à l'ensemble de ces échéances. L'autre option pour les autorités chinoises, c'est d'organiser une restructuration de la dette, donc réunir l'ensemble des créanciers, leur faire accepter sans doute de prendre une partie de leurs pertes sur l'ensemble des investissements qu'ils ont pu faire sur le groupe Evergrande, mais avec le risque que cela entraîne des effets de contagion, une défiance vis-à-vis de ce type d'opérateurs, donc les promoteurs immobiliers en Chine, et peut-être un effet de contagion si un certain nombre d'épargnants perdent de l'argent, si certains établissements bancaires doivent supporter des pertes importantes sur leur exposition à Evergrande. Benoît de Broissia, on le voit d'ailleurs, l'effet domino est déjà là, l'impact est déjà là sur le secteur de l'immobilier en Chine. Comment l'expliquer, ça? Alors, en fait, les difficultés d'Evergrande ne sont pas uniquement spécifiques à Evergrande. Il faut aussi rappeler le contexte dans son ensemble du marché de la promotion immobilière chinoise. C'est un marché de la promotion qui a été extrêmement dynamique pendant des années, sur lequel il y a eu peut-être aussi un excès d'endettement, un excès de spéculation de la part des investisseurs et des particuliers chinois, avec du coup un écoulement des programmes qui était extrêmement rapide et les promoteurs immobiliers qui accumulaient du foncier pour sortir de nouveaux programmes immobiliers, de nouveaux programmes de logement qu'ils pensaient écouler rapidement dans les bonnes conditions. Or, les autorités chinoises ont mis un peu un tour de vis pour essayer de freiner l'envolée des prix de l'immobilier, l'envolée du marché immobilier chinois, en restreignant un peu l'octroi de crédit sur le secteur, ce qui, de fait, a provoqué un ralentissement du marché immobilier chinois. Et de ce fait, parce que certains promoteurs se finançaient peut-être à trop court terme et avaient des montants d'endettement peut-être trop conséquents par rapport à l'ensemble de leur bilan, on a aujourd'hui des doutes
sur la viabilité de certains promoteurs en Chine. Ce que vous dites, c'est qu'on pouvait ou on devait peut-être prévoir cette chute. Alors, on pouvait en tout cas anticiper que certains modes de financement de promoteurs immobiliers chinois étaient déséquilibrés. Maintenant, c'est toujours la même chose. Tant que les programmes immobiliers se vendent bien, c'est une source de liquidité pour ces promoteurs qui peuvent rembourser les investisseurs. Dès que l'écoulement des programmes immobiliers devient plus délicat, on se retrouve confronté à des situations difficiles, a fortiori s'il y a un excès d'endettement. Et puis peut-être, on a vu aussi ces promoteurs se diversifier dans d'autres activités en dehors de leur cœur de métier et des activités qui n'étaient pas toujours rentables et qui pouvaient provoquer parfois des besoins de liquidité additionnels pour ces groupes. Dans le cas d'une faillite, parce que c'est vrai que tout le monde parle d'un Lehman chinois, tout le monde a en tête la crise des subprimes et 2008. Est-ce que ça, c'est possible qu'on aille vers une crise de cette ampleur ou est-ce que ça pourrait se limiter uniquement à une répercussion sur les indices chinois ? Alors, je pense qu'il faut rester prudent. D'abord, il faut rappeler que le pilotage économique des autorités chinoises, jusqu'à présent, a été plutôt très efficace et a bien fonctionné. Ensuite, il faut rappeler que le coup de frein sur l'immobilier chinois a été un peu décrété, ordonné par les autorités chinoises. Ensuite, il faut souligner aussi que jusqu'à présent, les autorités chinoises ont été assez interventionnistes et ont plutôt volé au secours des investisseurs, des créanciers de grands groupes lorsqu'il y a eu des difficultés. Donc ce sont les premiers éléments. Ensuite, si bien même on parle d'une restructuration d'Evergrande, on peut penser que le scénario de base serait une restructuration ordonnée. C'est-à-dire que Evergrande a des actifs, ils ont des programmes de logement dont certains nécessitent des liquidités pour être menés à bout. Il faut poursuivre la construction des logements pour pouvoir les vendre. Évidemment. Pour autant, Evergrande a des actifs. Ils sont peut-être sans doute aussi en mesure, dans le temps, de céder des actifs, que ce soit des programmes immobiliers ou que ce soit sur leurs activités adjacentes qui sont en dehors de leur cœur de métier et qui ont peut-être de la valeur pour des acheteurs stratégiques qui peuvent se prévaloir de synergies ou d'un intérêt stratégique sur d'autres typologies d'actifs en dehors de l'immobilier. Allez, Laura. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur le marché chinois ? Ça, c'est peut-être une question qu'on peut réellement se poser aujourd'hui. Alors, c'est une bonne question. C'est une question que l'on se pose, nous aussi, chez Keren Finance. Pour le moment, nous restons plutôt attentistes sur le marché chinois pour plusieurs raisons. On a évoqué la reprise en main par les autorités chinoises de certains pans de l'économie. C'est le cas notamment dans le domaine de l'éducation, c'est le cas notamment dans le domaine de la technologie. Et ce sont des éléments qui sont préoccupants pour les investisseurs puisque les perspectives de croissance de certains acteurs sont remises en cause. On reste dans un interventionnisme, dans une étape où les autorités chinoises semblent se montrer plus interventionnistes, avec plus de régulation, ce qui n'est pas très bon à court terme, ce qui continue de peser à court terme sur les marchés chinois. Et en plus de ça, on a une décélération assez marquée de l'économie chinoise. Historiquement, les autorités chinoises sont souvent intervenues pour relancer l'économie chinoise, notamment via le secteur de la construction des infrastructures. On attendra peut-être ces signaux, nous, pour se repositionner de façon plus convaincue sur le marché chinois. Vous parliez évidemment donc d'impact sur la confiance des investisseurs sur le marché immobilier chinois. Est-ce qu'on peut craindre un impact à long terme ? Là, on est sur un impact évidemment court-termiste. Est-ce qu'on peut craindre un impact à long terme sur la confiance des investisseurs sur ce marché ? Alors c'est une question qui, je pense, est au cœur des discussions au sein des organes politiques chinois. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont confrontés à l'aléa moral. Est-ce qu'on sauve Evergrande et on prévient toute perte pour les investisseurs qui sont impliqués dans Evergrande, avec le risque que les déséquilibres constatés se poursuivent, puisque les investisseurs seront encouragés à prendre des risques en se disant que les autorités chinoises seront toujours là s'il y a une difficulté quelconque, ou alors on accepte d'organiser une restructuration, une situation où les investisseurs vont perdre de l'argent, probablement on va repricer le risque, donc provoquer un ralentissement du secteur de l'immobilier, peut-être de la construction, avec des effets induits sur le reste de l'économie chinoise. C'est une question qui aujourd'hui n'a pas de réponse évidente.
Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant fonds mixte chez Keren Finance. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.